est-ce que tu crois qu'une solution à 2 États est possible, est encore possible? Comment tu vois les choses? Moi, j'ai jamais cru à la. Enfin, si j'ai cru pendant un temps à la solution de 2 États, mais 2 États, tu vas les mettre où? Si tu fais un État palestinien en Cisjordanie, Gaza, tu le mets quoi? Tu fais un troisième État? Ouais. Deuxième État Juste palestinien? Justement, j'ai ressorti la carte là, je suis sur Google Maps. Une Voilà. solution à 2 États, on ne peut pas faire une solution à 2 États parce qu'il y a pas d'unité territoriale pour les Palestiniens. On ne peut pas faire un État avec une population, 2 populations qui font partie du même État et qui sont séparées par 150 kilomètres. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, en plus de ça, imagine qu'un État palestinien soit décrété, reconnu et qu'il réussisse à s'organiser en Cisjordanie et à Gaza. Imagine, on fait un pont, un tunnel et les deux populations, les deux parties réussissent à communiquer. Les Arabes israéliens, ceux qui sont en Galilée, la famille de Mansour, on en fait quoi? On en fait quoi? Les Israéliens vont dire bah, vous avez un État en Palestine, vous partez. Mais ils ne veulent pas partir, ils sont chez eux. Ils partiront jamais. Ils ne partiront jamais. Les Palestiniens, il faut comprendre qu'après ce qu'ils ont subi, ils ne partiront jamais. Ils sont partis une fois en 48, une fois en 67, et là, ils repartiront plus. Donc, si on fait une solution à 2 États, qu'est-ce qu'on va faire du presque million, je crois qu'il y a 1 million d'Arabes en Galilée et dans le nord d'Israël? On en fait quoi? On les chasse de chez eux? On recommence une déportation? Ces gens sont attachés à leur terre, à leur patrie, à leur patrimoine, à leur champ, c'est chez eux, c'est chez eux, ils sont chez eux. Et ils ne veulent pas partir. Donc, si on fait une solution à 2 États, qu'est-ce qu'on fait de cela? Moi, j'entends déjà, ils ont un État, ils n'ont qu'à y aller. Donc, ça veut dire une nouvelle déportation. Et si on ne fait pas une nouvelle déportation et que les Arabes israéliens restent en Israël, ils ont quoi comme statut? Ils ont quoi comme statut? Ils vont être citoyens d'un pays sur lequel il y aura marqué arabe. Il y a une carte d'identité sur laquelle il y a la menorah de l'État juif et il y a marqué arabe dans la case nationalité. Ça n'est pas viable. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai fait partie de ces gens qui, par générosité, hein, par gentillesse, ont dit il faut absolument, il y a la place pour 2 États, il faut faire 2 États. Non, il n'y a pas la place pour 2 États, il y a la place pour un seul État avec des droits nationaux reconnus pour tout le monde. Pourquoi ça ne marcherait pas? Ça ne marche pas parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Mais ceux qui ne veulent pas, à l'occurrence, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont en train de se précipiter dans les aéroports et qu'ils prennent d'assaut les aéroports pour partir. Comment vivaient les Palestiniens les Palestiniens avant l'arrivée des Anglais? Avant l'arrivée des Anglais, les Palestiniens, c'était une appartenance nationale, c'était pas une appartenance d'un État. Hein, il n'y avait pas d'État palestinien puisque c'était sous domination des Ottomans. Mais les Palestiniens, ils parlaient tous arabe, c'était tous des Arabes. Il y avait les Juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les musulmans. Et ils habitaient côte à côte et ils s'entendaient très bien. Quand on vit ça, et là je reviens un peu sur toi, et j'entends bien que l'humilité te ferait répondre que c'est pas toi le sujet, mais moi rien que voir ces images, j'en pleure régulièrement, ça me bouleverse, je me sens complètement aussi inadéquat parce que impuissant. Moi aussi. Euh, ouais, comment bon, tu parles peut-être c'est le défaut professionnel du médecin, mais on entend une espèce de distance. Comment tu gères en fait cette inhumanité ou cette humanité aussi en même temps euh, que tu vois, que Ben, tu vis? on la gère, on la gère dans la mesure du possible. Par exemple, quand on est chirurgien et qu'on va entrer en salle d'opération des traumatismes monstrueux et qu'on a fait ça toute sa vie, on voit ça en technicien, heureusement. Et l'anesthésiste, le réanimateur, il ne se pose pas de questions. Et le chirurgien vasculaire, je vous parlais tout à l'heure de Mohamed Abou Nada, c'est justement parce qu'il ne se pose pas de questions que quand il faut ouvrir un thorax ou un abdomen en 3 minutes et clamper l'aorte, il le fait avec une main sûre, avec une main habituée, et c'est justement parce qu'il est complètement déconnecté de la compassion. Voilà. Mais cette compassion, elle ressurgit dès qu'on sort de la salle d'opération, dès qu'on sort de l'hôpital. Et j'étais avec Abou Nada, notamment d'ailleurs, je me souviens très bien, en avril, on était dans l'hôpital européen de Khan Younis.
qui est un hôpital avec pas mal de bâtiments, avec, dit-on, 10 000 réfugiés qui étaient dans l'hôpital, qui étaient sur toutes les surfaces horizontales, dans les escaliers, absolument partout, avec une discipline, entre parenthèses, et un respect des uns des autres absolument remarquable. Les enfants qui se tenaient, pas de cris, de hurlements. Enfin, c'était une ambiance très, très particulière, cinématographique. Et à 11 h du matin, on sort du bloc, on sort du bâtiment pour aller là où on dormait dans l'école d'infirmières. On avait nos matelas, donc on avait 100 mètres à faire dans la cour. Et à 11 h du matin, alors qu'il faisait beau, que je sais pas, il y avait le barbier qui coupait, les enfants qui jouaient avec les fauteuils roulants, il y avait les cuisines, les marmites, enfin, il y avait la foule comme dans un village, encombré. Et les enfants se sont écartés quand un camion est arrivé, qui était un camion-benne rempli de cadavres. Il y avait 12 cadavres qui étaient là, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on est comme tout le monde. Mais ce qu'il y a d'effrayant, c'est de penser que ces enfants, ça aura été finalement juste un espace de quelques instants au cours d'une journée ordinaire. Ça relève de la même manipulation subliminale lorsque, à la météo désormais, pour les mêmes températures qu'il y a 20 ans en été, on met tout sur un fond rouge, alors que c'était sur un fond vert, pour convaincre les gens ou une certaine catégorie de gens qui sont encore au niveau zéro, que si les vaches continuent à avoir des flatulences, on va être submergé par les océans. Donc tout ça c'est bien connu, ça a été démontré, ça a été expliqué, et c'est même pas nécessairement nié. En termes d'image subliminale, aujourd'hui, on arrive à faire des choses assez remarquables avec l'intelligence artificielle. Et là, je vous ai trouvé 2 exemples. Donc, je vais laisser dans l'article les liens. Je vais laisser les liens vers ces images. Je vais laisser les liens vers l'article qui explique comment produire ces images avec Stable Diffusion. Et je vous montre 2 images. D'abord en grand écran, où on voit rien. Si vous regardez cette vidéo sur un smartphone, peut-être que vous le verrez d'emblée, mais si vous le regardez sur un plus grand écran, cette image, a priori, représente une scène tout à fait ordinaire, mais lorsqu'on réduit le zoom, lorsqu'on s'éloigne, lorsque l'image est rendue plus petite, là, le mot apparaît clairement. Et donc je vous montre 2 exemples d'images que j'insère au montage, où on voit les mots obey et les mots consume qui apparaissent. C'est la même image. D'emblée, on ne voit pas ces mots. Ils sont cachés dans les couleurs, dans la représentation des objets sur l'image, mais notre inconscient perçoit les mots obey et consume. Donc ça, c'est de la manipulation subliminale par l'image. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement accessible. N'importe qui peut fabriquer ce genre d'image. Les 2 images que je montre là n'ont pas été utilisées dans les médias ou à la télévision. C'est simplement 2 illustrations que j'ai choisi de faire figurer pour montrer à quel point c'est facile de produire ce genre de choses désormais. En termes de manipulation subliminale, il y a aussi les sons subliminaux. Il y a un brevet qui a été déposé en 2001, octroyé en 2003, qui concerne la manipulation du système nerveux par les ondes électromagnétiques. Je vous donne le numéro du brevet, mais je vais mettre le lien dans l'article aussi. Le numéro du brevet, c'est US-650-614-8-B2. Donc là, il s'agit d'une technologie qui permet, par l'emploi de certaines fréquences, ultrasons ou infrasons, dans un film par exemple, ou dans un morceau de musique, de créer un effet psychologique, voire physiologique, sur les gens qui y sont exposés. Donc ça aussi, on peut considérer que c'est de la manipulation subliminale, parce qu'il s'agit d'inconsciemment agir sur la psyché de quelqu'un via le son ou l'image. En fait, vous comprenez que derrière tous ces dispositifs, notamment le dispositif Chat Control, il s'agit bien de surveiller, alors de manière aléatoire, mais surveiller en tout cas les conversations privées, au motif soi-disant de lutter contre la pédocriminalité. Mais on va le rappeler, enfin je pense Nicolas, tu seras d'accord avec moi, enfin dire que nos dirigeants souhaiteraient lutter contre la pédocriminalité, quand on sait que vous avez eu presque 1 millier de
personnalités problématiques qui ont été dénoncées à l'aide à l'enfance. Oui, 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 Quand oui. on voit que les peines judiciaires pour des faits avérés de viol sur enfants prennent des peines mais ridicules de 6 mois, 1 an et qu'ils ressortent rapidement, on se dit, mais attendez, c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule. Oui, clairement. Donc, bien sûr que l'idée, puis même, en fait, il y a déjà des dispositifs qui permettent aujourd'hui de dénoncer les contenus pédopornographiques, puisqu'en fait, il y a un dispositif qui s'appelle Pharos, hein, où on peut Oui. signaler tout contenu. Et en fait, même, Pharos travaille avec le ministère de l'Intérieur, et donc ils ont donc les moyens d'accéder en cas de ces crimes avérés, hein, puisque en l'occurrence, échanger des contenus pédopornographiques, c'est un crime au regard de la loi. Dans ce cas-là, il y a l'autorisation de pouvoir accéder à l'identité de la personne. Donc il n'y a pas d'anonymat complet aujourd'hui sur Internet. Donc, il y a déjà des dispositifs qui permettent ça. Chat control, ça ne va strictement rien apporter de plus. Au contraire, il y a beaucoup d'associations qui pensent que, en fait, ça va encore plus, parce qu'il peut y avoir beaucoup de faux positifs, hein, puisque c'est un système d'intelligence artificielle. Donc, vous allez avoir des choses qui vont être scannées qui n'ont peut-être rien à voir avec de la pédopornographie. Ça peut être peut-être juste des échanges entre personnes entre adultes consentants. Ouais. Enfin, c'est tout ça, en fait, qui risque d'arriver. Et donc, ça va encore plus empirer le travail des institutions pour lutter contre la pédocriminalité avec des faux, alors que déjà, elle est incapable de faire avec ce qu'on a. Donc évidemment que c'est un prétexte, c'est exactement la même chose que lutter contre la désinformation. C'est pas vrai, ils sont la désinformation. On a quand même une Ursula von der Leyen qui nous a fait toute une diatribe, elle aussi, contre la désinformation devant le Parlement européen. C'était il y a à peu près 3 semaines. Et Ursula von der Leyen, c'était quelques jours après qu'on a découvert qu'elle avait menti sur le soi-disant GPS, soi-disant que son avion avait eu des interventions. Un brouillage russe. Ouais, Voilà, un brouillage russe. On sait Ouais. que c'est faux. Ça a été débunké par le compte Flight Radar d'une première fois, qui a dit qu'il n'y avait eu aucun signal dans ce sens. Et puis, ça a été aussi débunké officiellement par les autorités bulgares. Donc, c'est dire, quoi. C'est-à-dire que c'était complètement faux. Et donc, juste après d'avoir fait un très gros mensonge, Ursula von der Leyen, elle se permet de dire qu'elle va lutter contre la désinformation. Mais c'est orwellien, en fait, quand on y pense. Le premier truc qui tourne pas rond, c'est la blague du Père Noël, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On ment aux enfants sur une connerie qui n'existe absolument pas. Et le jour où les gamins le découvrent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est déjà le gosse, il est super déçu. Mais en plus de ça, il faut qu'il reprenne confiance en ses propres parents. Et ça, c'est extrêmement destructeur. C'est-à-dire que ça habitue le gamin à la doctrine du mensonge. Et du coup, le mensonge, il n'y a pas de problème avec ça. Et après, ce programme étant rentré dans le cerveau, on peut lui faire gober tous les mensonges du monde. Tous les mensonges, absolument tous. Donc toi, tu le vois comme une faille d'entrée dans l'éducation des enfants qui Complètement. donne une autorisation de mentir et finalement d'accepter une autre réalité, quoi. Complètement. Complètement. Très Parce que intéressant. ce qui se passe, c'est que le gamin, après, quand il découvre la blague du Père Noël, eh bien, il doit récupérer, il doit retrouver la confiance en ses propres parents. Et puis, ses parents qui vont le mettre à l'école en disant, fais confiance à ton professeur, ton instituteur, etc. Lui, il sait, il a raison, il est là pour t'enseigner. Ah ouais, mais ils enseignent quoi, les profs? Mis à part que les gamins, toute leur vie scolaire, ils ont le cul vissé sur une chaise 8 heures par jour. Ils sont obligés de lever le doigt pour aller pisser, ou ils ont un quart d'heure de récréation pour aller se défouler, toutes ces conneries. Le cerveau humain a 20 minutes, une capacité de concentration d'environ 20 minutes. Un gamin, Absolument. Neurologiquement, c'est exactement ce qui se passe et on a du mal à imaginer, et pourtant, toi comme moi, on a été sur les bancs de l'école, que pendant 8 heures, on soit obligé d'absorber, d'ingurgiter, d'avaler des enseignements qui sont souvent décalés de la réalité de ce que l'on vit. Donc, complètement. c'est à mon sens, et je pense que tu me rejoindras là-dessus, il y a une vraie refonte du système éducatif
pour permettre, surtout avec la nouvelle génération et la rapidité de connexion au niveau neuronal, puisqu'ils sont stimulés de manière perpétuelle sur les réseaux sociaux, donc les connexions neuronales, bah, pour certaines, elles vont très vite et pour d'autres, elles s'atrophient. Le mode de transmission doit être adapté à la nouvelle génération. Tout à fait. D'ailleurs, comment dire, les sages de Sion de ce monde ont parfaitement compris qu'il fallait absolument éloigner l'être humain de la lecture. Parce que en lisant, on crée des chemins neuronaux, on, comment dire, on a des autoroutes qui se Bien créent dans sûr. le cerveau qui drainent les informations vont beaucoup plus vite, les neurones se reconnectent, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre. Parce que les gens ne lisent pas pour lire, ils lisent pour comprendre ce qui est écrit. Et quand ils Mm. lisent, il y a des choses magiques qui se passent. Dans le cerveau, il y a des images qui poussent. Il y a des chemins Mm. de compréhension qui se font. Il y a des rappels à leur propre vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un travail magnifique.